Et avec nous pour aller encore plus loin, Greg de Temerman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur TV5. Vous êtes docteur en physique expérimentale et chercheur. Vous avez travaillé pendant plus de 15 ans dans le domaine de la fusion nucléaire. Alors Lavoisier disait rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est encore mieux, non ? Alors, ce qu'on fait dans la fusion nucléaire, c'est qu'on convertit de la masse en énergie. C'est la même chose que dans la fission, les process classiques. Et comme on travaille à l'étape des atomes, on relâche des quantités d'énergie extraordinaires. Et la fusion génère 10 fois plus d'énergie par unité de masse que la fission. Donc, c'est une source d'énergie assez dense. Les États-Unis s'emballent ou c'est vraiment une découverte majeure, scientifique majeure ? Alors, c'est une avancée majeure. Il faut se souvenir que pour obtenir de la fusion nucléaire, il faut chauffer la matière à 150 millions de degrés à peu près. Donc, il faut investir de l'énergie. Et ce qu'on espère, c'est que la fusion gère beaucoup plus d'énergie que ce que nous, on doit investir pour qu'elle se produise. Jusqu'à présent, on n'avait jamais atteint le seuil où autant d'énergie était produite qu'on en injectait. C'est la première fois dans l'histoire de la fusion, une recherche qui dure depuis 70 ans, qu'on génère plus d'énergie en sortie qu'on en a en entrée. Donc oui, c'est une avancée scientifique majeure. Forcément, cette étude et ces recherches ont débuté bien avant la crise énergétique que l'on vit aujourd'hui. Quel est le champ d'application d'une telle découverte scientifique ? Alors la fusion a vocation à être une source d'énergie bas carbone, source d'électricité bas carbone, qui ne génère pas de déchets à vie longue, ça a été mentionné, qui n'a pas de risque d'emballement. Donc l'idée, c'est de produire de l'électricité en masse. C'est une recherche qui a commencé dans la fin des années 40, début des années 50, donc ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Et les perspectives sont assez intéressantes. Alors Guillaume Villadier le disait à l'instant, pas de risque d'accident nucléaire, dit-on. Pas d'accident, pas de risque ou moins de risque. Et deuxième question, c'est celle des déchets. Il n'y en a vraiment pas ? Alors, il n'y a pas de risque d'accident, parce que la différence entre la fission nucléaire et la fusion, c'est que la fission passe son temps à la modérer pour pas qu'elle puisse s'emballer, alors que la fusion, c'est déjà extrêmement difficile de l'obtenir. Et donc, dès qu'il y a une petite perturbation, elle va s'éteindre directement et très, très, très rapidement. Donc, il n'y a aucun risque que la réaction se passe. Elle ne se passe pas naturellement. D'accord. Pour les déchets, ça reste un procédé nucléaire, mais on ne va pas générer de déchets à vie longue. Donc, les déchets qu'on va devoir stocker de façon géologique, la fusion n'en génère pas, ce qui rend les choses un peu plus faciles à gérer. On dit que c'est un soleil artificiel qui aurait franchi le seuil d'ignition, c'est bien cela, mot que j'entends pour la première fois, ignition, ça veut dire quoi dans un langage simple ? Alors l'ignition, c'est quand la fusion en elle-même génère beaucoup plus d'énergie que nous, on est capable d'en injecter. Ça veut dire qu'en fait, la réaction s'auto-entretient. C'est ce qui se passe sur le soleil. Le soleil est auto-entretenu, on ne fait rien pour qu'il brûle. C'est la même chose ici, c'est-à-dire qu'ils ont atteint le seuil où l'énergie dégagée par les réactions chauffe le mélange beaucoup plus que nous, on est capable de le chauffer. Et juste une petite précision, en fait, on atteint ici des températures qui sont bien plus élevées que sur le soleil, donc c'est pas tout à fait un soleil, on est dans des conditions encore plus extrêmes pour avoir les mêmes réactions de fusion. Donc c'est mieux ou c'est moins bien ? C'est juste beaucoup plus difficile, c'est pour ça qu'on y travaille depuis très longtemps, parce qu'il faut obtenir des conditions qui sont absolument extrêmes. La question qu'on se pose aussi, ça peut changer quoi à court terme et surtout à long terme ? À court terme, pour monsieur et madame tout le monde, rien, puisque ça reste du domaine de la recherche. Ça va probablement attirer des investisseurs et des financements publics, parce que c'est la première fois qu'on démontre que c'est possible. À très long terme, c'est une source d'énergie qui est abondante. Le carburant, c'est de l'eau de mer et du lithium, donc des choses qui sont extrêmement abondantes et disponibles partout. Et c'est la perspective d'une énergie décarbonée et abondante. Alors attention, vous dites pour autant, il y a un bémol, il est très scientifique, que vous apportez. Vous dites cette annonce ne signifie pas pour autant que la maîtrise de la fusion nucléaire en tant que nouvelle source de production d'énergie soit à portée de main. C'est ce que vous disiez. Ça veut dire que si les Américains ou d'autres chercheurs veulent poursuivre l'étude, c'est quoi l'échéance pour qu'on... Alors c'est difficile, mais pour se rendre compte, ils ont obtenu ici 50% d'énergie en plus que ce qu'ils ont investi. Pour un réacteur, il faudrait un gain de 50 à 100. Donc il faut encore des augmentations de performance d'un facteur 30, 50, 100 avant d'imaginer un réacteur. Donc on en est quand même assez loin. Et il y a plein de freins ou de verrous technologiques qui restent à démontrer ou à se clarifier. Les matériaux qui résistent à ces conditions-là. Le fait ils ont fait une expérience comme ça qui a été préparée pendant plusieurs jours. Ils font une expérience par jour. Avec un dispositif comme ça, il faudrait le faire 10 fois par seconde. Ouais. Et donc, c'est toute une technologie qu'on n'a pas développée encore et ça prendra du temps. Combien c'est difficile. La blague, c'est la fusion, c'est pendant 30 ans, ça le sera toujours. Là, on vient de démontrer que c'était possible scientifiquement. Il reste à passer à l'échelle et à démontrer ça. Dernière question, vous le savez, Greg de Temerman, quand on parle d'atomes, de nucléaire, forcément, il y a le civil, il y a aussi le militaire. Est-ce que cette avancée scientifique peut avoir une finalité militaire et guerrière ? Alors, en fait, le NIF, le National Ignition Facility, est une enceinte militaire à la base. La raison pour laquelle on a développé
développé cette Là où ça a été mené, c'est une enceinte militaire. La première motivation pour faire ça, c'est de simuler des explosions nucléaires pour la bombe thermonucléaire. Et donc c'est pour ça que cette enceinte a été créée, parce qu'on n'a plus le droit de faire des essais nucléaires et c'est normal. Et donc on les étudie en laboratoire. Et c'est très proche en fait ce qui se passe dans la fusion, de ce qu'ils font d'une bombe thermonucléaire. Par contre, après la partie énergétique, c'est pas du tout la même façon de faire, mais c'est vrai que les recherches restent les mêmes au départ. Merci beaucoup Greg de Temerman pour votre éclairage très clair et limpide.